start to play off. Newton steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poundcast de NFL Panthers FR. C'est Guillaume au micro pour animer ce nouvel épisode puisque je remplace Thomas qui n'a pas pu être disponible. Et au programme de cette 81e séance de thérapie collective consacrée à nos Panthers, on va revenir sur ce match de dimanche face aux Patriots de New England. Et pour m'accompagner ce soir, le seul, l'unique, le merveilleux Franz. Bonsoir Franz, comment ça va? Ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est dans Bad Boys, et c'est le commissaire, je sais pas comment on dit aux États-Unis là, qui essaie de se relaxer en se massant les oreilles et dit ça pour essayer de se détendre un peu. Et ben j'arrête pas de faire ça là depuis dimanche. Donc ça va à peu près, mais bon, quand je repense un tout petit peu au match de dimanche, tout d'un coup la tension remonte un petit peu et là il faut que je me redétende. Mais bon, on va en parler et je pense que le sourire va revenir quand même. Ouais, on va essayer que tu sois pas trop tendu à la fin de cette émission quand même. On va quand même dire un mot rapidement du résumé et du déroulé de ce match, puisque, bon, vous le savez probablement, les Panthers se sont inclinés sur le score de 42-13. Ça avait pourtant très bien commencé avec un premier drive vraiment magnifique. Enfin, j'ai trouvé un super premier drive pour inscrire un touchdown avec une belle alternance jeu au sol, à la passe, des cibles variées. Enfin, c'était vraiment parfait. Et puis derrière, plus rien pendant quasiment tout le reste du match, puisque on n'a pas marqué un seul point jusqu'au dernier touchdown sur le dernier drive quand tous les remplaçants étaient sur le terrain. Et entre-temps, on a encaissé 42 points consécutifs. Bon, voilà, c'est à peu près le résumé rapide du match. Franz, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce match ? Rien. Eh ben écoute, ça me va, je propose que du coup on a fait le tour et il nous reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine émission. Ciao. Merci beaucoup, keep pounding. Non, bien sûr, on va essayer de faire un petit peu plus quand même, mais ça va être compliqué de trouver du positif, mais on va essayer. Est-ce que tu as quand même vu quelque chose de positif dans ce match qui te donne un peu le sourire avant qu'on attaque vraiment le dur? Allez, soyons quand même un tout petit peu objectifs. Même si on en a ras-le-bol, il y a quand même, comme tu as dit, un premier drive, mais c'est pas que le premier drive offensif même le premier drive défensif, puisqu'il a failli y avoir une interception de Trevin Wallace sur une balle typée de Mike Jackson. Donc, on va dire les premiers instants du match sont plutôt bons. Et l'autre point positif que je vais donner, je pense, c'est que Ejiro Evero, pareil, il s'est pas cantonné à un système, il a plutôt essayé de tenter des trucs. Faut savoir que c'était le retour de Tayshaun Wharton du côté de notre DL. Et d'ailleurs, je voudrais pousser un coup de gueule auprès de tous les médias américains en live qui, parce qu'ils ont vu A'Shaun Robinson, Derrick Brown et Tayshaun Wharton alignés, ont dit c'est une 3-4. On jouait pas du tout en 3-4 dans ce match, majoritairement oui, parce que je me suis refadé tous les plays, la purge, mais en gros on a quand même majoritairement joué en 4-3, mais en fait c'est une 4-3 un peu bizarre où on avait une DL qui avait de temps en temps deux defensive tackles et puis deux outside linebackers, principalement Nick Scotton et DJ Johnson. Et puis A'Shaun Robinson et Derrick Brown. Et parfois, on avait une 4-3 où on remplaçait DJ Johnson par Tayshaun Wharton en décalant un petit peu A'Shaun Robinson et Derrick Brown sur la droite. Donc c'est ça qui a un peu perturbé. Mais j'ai bien aimé le fait qu'on alterne un tout petit peu dans les systèmes défensifs, même si ça n'a pas été très très bon, mais parce que DJ Johnson est nul, et d'ailleurs on va en parler après.
et qui s'est retrouvé face à Will Campbell, et il s'est fait maîtriser complet par Will Campbell la plupart du match. Donc, mais en point positif, voilà, on va dire quand même une mini-réflexion tactique. Deux premiers drives, un offensif, un défensif plutôt très bon. Mais après, il y a une accumulation de petites erreurs qui ont fait passer une attaque de New England qui était pourtant pas géniale. Je ne les ai pas trouvés très forts sur ce match. On les a fait passer pour les Chiefs, quoi. C'est complètement dingue. Il y avait un sentiment de maîtrise et de contrôle vraiment total de cette équipe de New England, alors que depuis le début de la saison, c'était pas forcément le sentiment qui a dégagé sur les différentes prestations. Je vais ajouter un petit mot moi aussi, parce qu'il y a un truc que j'ai bien aimé au niveau des tight ends et notamment des rotations. Parce que avec la blessure de JT Sanders, on avait quelques doutes sur le rendement offensif. Alors bon, tu me diras, on a marqué que 13 points sur l'attaque, mais on a vu quand même Tommy Tremble qui met un premier touchdown. Il y a notre rookie tight end de Notre-Dame, Mitchell Evans, je crois. Mitchell Evans, oui. Mitchell Evans, j'étais plus sûr du prénom, qui met un touchdown aussi en fin de match et qu'on a vu un petit peu. Donc voilà, Bryson Tremen aussi, on l'a vu par moment. Donc j'ai plutôt bien aimé à ce niveau-là de voir un peu les tight ends impliqués comme ça, notamment sur ce premier drive, même si ça n'a pas été que à ce moment-là. Mais voilà, Mais je suis assez d'accord avec toi et c'est un très bon point. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi tu as bugué sur Mitchell Evans, parce qu'en fait, il y a un James Mitchell aussi, qui est notre quatrième tight end de rotation. Et en fait, Bryson Tremaine, il faut savoir que c'est un receveur à la base, mais qui a été aligné énormément en poste de tight end, et notamment, il a été très très fort au run block. Moi, j'ai trouvé très très bon. Il a vraiment aidé en bout de ligne. Donc, tu fais très bien de le souligner. Je trouve que nos tight ends ont fait plutôt un bon match. C'est vrai. Voilà, on aura réussi quand même à faire. Allez, on en est à 7 minutes d'enregistrement à peu près. Et on a réussi à dire du positif. Je pense que par contre, là, on va pas réussir à en dire beaucoup plus. Donc, on va attaquer le dur. Qu'est-ce qui, selon toi, a été sur ce match en lui-même, où est-ce que tu as vu une grosse différence entre New England et nous? Où est-ce que ça s'est joué ce match? En fait, il y a une accumulation de petites erreurs, qui les font avancer ou qui ne nous font pas avancer, et qui sont complètement bêtes, que ce soit alors côté offensif, des passes faciles qui sont pas réussies, des drops, notamment j'ai le deuxième drive, Bryce Young il rate une passe facile pour T-Mac en troisième down, qui doit soit récupérer un first down, soit nous permettre d'avoir un field goal. La ligne offensive qui parfois a pu se faire broyer, parce que notamment en plus on a perdu Zavala, mais remplacé par un très bon Christensen quand même. Mais à gauche, Damien Lewis s'est parfois fait énormément bouger. Je pense notamment à Milton Williams qui lui a mis un peu la misère. Et l'accumulation de petites erreurs, c'est aussi d'un point de vue coaching. Moi, il y a des trucs que j'ai pas réussi à comprendre. Et deux scénarios très symptomatiques. Troisième et 10 sur les 45 yards adverses. On est au deuxième drive du match. Et troisième et 10, course appelée. On appelle une course toute simple, plein centre. Évidemment, ça passe pas. On punt. Sur le punt, retour pour touchdown. Ensuite, deuxième scénario, 3e et 15 dans leur camp. Tu es mené 21-6 et tu cours. Tu cours sur une 3e et 15, ça passe pas. Punt, retourner dans nos 15 yards. Et puis là, Trevin Wallace est aux fraises. Pan, ça fait touchdown. C'est quand même deux calls que moi je trouve extrêmement bizarres. Et qui amène deux touchdowns complètement évitables. Pourquoi tu n'appelles pas une passe, tu fais pas confiance à ton quarterback pour faire une passe en 3e et 10 alors que tu es dans les 45 yards adverses et que tu as plutôt un petit momentum depuis le début du match. Je trouve ça un petit peu bizarre. Et même dans
Et même dans le remplacement de Zavala, au début, c'est Brandon Weldon qui est mis en remplacement de Zavala. Il a été catastrophique. Et après, c'est Brady Christensen qui a été plutôt très bon. Donc, tout ça, c'est des jeux appelés par Canales, puisque c'est lui qui fait toujours les appels de jeu, que je sache. Et ces appels de jeu nous coûtent 2 touchdowns extrêmement évitables. Donc, il est, pour moi, à pointer du doigt. Complètement. Alors je rebondis juste sur deux trucs par rapport à ce que tu dis. Effectivement, alors moi le fait que Christensen n'ait pas été mis, alors déjà même je l'aurais presque mis avant Zavala, mais je suis peut-être pas objectif complètement sur Brady Christensen, mais quand j'ai vu rentrer ce Weldon, là, que je vais être honnête, je le connaissais même pas, je savais pas qui c'était. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, je suis pas évidemment aux entraînements, mais j'ai pas compris. Alors, est-ce que c'est parce que tu veux garder la polyvalence de Brady Christensen pour le mettre centre ou tackle ou quoi? Oui, mais bon, là, sur le moment, t'as besoin d'un garde, quoi. Donc, Ouais. justement, il est polyvalent, mais le en garde droit, puis surtout que, comme tu le dis, il a été très très bon après. Pour ce qui est des courses appelées en 3e et 10 et 3e et 15, alors bon, la deuxième, c'est vrai, j'ai pas trop d'explications pourquoi elle est faite. J'ai peut-être une mini excuse, on va dire, pour Canales sur la première en 3e et 10, parce qu'effectivement, comme tu le dis, on est sur les 45, quelque chose comme ça 45 yards. Ouais. ouais, de New England. Tu peux imaginer que tu prévois de jouer la quatrième derrière. Et tu te dis, bon, ben, je fais une course, ils vont s'attendre à une passe, je fais une course pour gagner 5 yards, 6 yards, et après j'avise, est-ce que je tente un field goal longue distance, ou alors, bah, si je me retrouve en 4e et 4, bah, j'ai du momentum, je veux la tenter. S'il avait prévu de jouer la quatrième, je peux éventuellement comprendre le raisonnement, mais c'est sûr que bah, c'est le genre de call. Quand ça réussit, tu dis quel génie, ou effectivement, il a vraiment pris de court la défense adverse. Mais effectivement, là, quand ça redonne un 2 yards ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement combien ça a rapporté, c'est sûr que tu peux te retrouver en droit de remettre en question le call, quoi. Oui, et puis de manière générale, si on parle du play calling 10 secondes, moi je suis pas emballé. Le premier drive, il est réussi. Pourquoi? Parce que il est scripté. Et comme il est scripté, tout le monde est complètement sur la même longueur d'onde. Il y a du rythme, ça avance, tout va bien. Et puis dès que ça commence à se durcir un tout petit peu, on prend notre temps. On fait des huddles qui sont longs. On a du mal à communiquer sur les jeux appelés. Et ça, Bryce Young, il aime pas ça. Bryce Young, il aime bien avoir du rythme. Il aime bien enchaîner les plays. S'il peut être en hurry offense, en no huddle, il préfère. Euh, C'était trop lent. Ça allait trop lentement. Ça manquait complètement de rythme. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Et c'est là un des points, et on va en parler après, parce que quand on parlera du front office et de ce qu'on doit faire et tout, moi, il y a un truc que je piche pas, c'est qu'on a l'impression que Canales, en fait, il ne s'adapte pas à son quarterback. Il ne s'adapte pas au personnel qu'il a. Il est là avec quelques idées. Alors, soi-disant, je suis un run coach, le run d'abord. Non, c'est pas vrai. T'es pas en train d'insister sur le run. Oui, mon maître, c'est Pete Carroll. Du coup, on m'a toujours appris qu'en 3e et 2, fallait courir. Ouais, mais c'est pas vrai. Tu tentes des trucs parfois qui sont complètement à l'opposé de ce qu'il devrait faire. Et il y a ta ligne qui doit comprendre aussi ce qu'il doit faire. Il y a tes receveurs qui doivent être sur la même longueur d'onde. Et en fait, quand on parle de longueur d'onde entre Bryce Young et ses receveurs, il y a de la technique, il y a un manque de compréhension peut-être entre les deux, mais je pense qu'il y a aussi un manque de... Ils n'arrivent pas à adhérer en fait à ce qui est appelé. Et ça fait plusieurs fois que je remets énormément en cause le play calling. Alors oui, le scénario du match fait qu'on a des points contre nous extrêmement rapidement, bêtement, qu'on ne pouvait pas imaginer. Bah ouais, mais mon gars, en fait, ce punt, finalement, tu l'as provoqué aussi un tout petit peu. Ces punts, tu les as provoqués un petit peu. Oui, la special team a fait de la merde et puis on a des plaquages qui sont complètement ratés. Oui,
Shaw Smith-Wade à la fin sur le touchdown de Hunter Henry, il essaie de boxer la balle au lieu de mettre Hunter Henry en touche. Voilà le genre de conneries qu'on est encore capable de faire en deuxième année de Canales. Mais putain, mais moi je suis Evero au Canales, je prends Shaw Smith-Wade, je le mets sur une chaise électrique et je lui dis mais écoute ça, c'est fini. Ta carrière elle est terminée si tu continues à faire ça. Mais on a l'impression qu'on accepte encore des choses, qu'on fait chier quoi. Et en fait, je trouve que Canales il est le symbole un peu de tout ça parce qu'il est là en conférence de presse. Execution. Mais on a fait des great week of practice, machin. Mais ferme-la. Sur le terrain, il n'y a absolument rien de créé. Il n'y a rien de créatif. Et en plus de cela, on va en parler après, peut-être un petit peu sur la défense, avec ce qui s'est passé dans la semaine. On a l'impression que chacun travaille dans son coin. C'est terrible. Ouais, je comprends ton agacement. Enfin, c'est pas le mot exactement, mais ce petit côté un peu remonté parce que bah, Ça. on va l'intégrer dans un jingle un jour si tu veux. Pardon. Mais ouais, on avait beaucoup d'attentes sur cette équipe qui reste quand même très très jeune. Alors c'est pas une excuse à tout, mais c'est vrai que pour moi c'est quand même un peu c'est un peu ça la marque aussi des équipes jeunes, d'avoir comme ça des plays ou des moments comme ça dans le match où tu déconnectes, où t'es pas toujours au top niveau de ce qu'on attend et t'as moins l'expérience de ces moments-là. Il y a quelques faits de jeu aussi, comme tu l'as mentionné, qui peuvent expliquer certaines choses, hein. Je pense notamment aux différentes blessures qu'on a pu avoir, parce que, comme tu le dis, donc la ligne, on a déjà 2 blessés. Bon, Cade Mays a encore été très très bon, mais derrière, il y a Zavala qui lui-même se blesse, et puis finalement il est remplacé, et puis son remplaçant est à nouveau remplacé parce qu'il était mauvais. Donc c'est vrai que ça fait, pour un point fort où on a été vraiment une ligne, on avait nos 5, et au final, tu arrives en semaine 3, et puis tu es déjà à ta 3e rotation de joueurs. C'est vrai que ça commence à être un peu compliqué. Donc avec ça, bah, forcément, la ligne défensive de New England était au-dessus. Et puis, comme tu le dis, moi j'ai trouvé la grosse différence avec le match de la semaine dernière. C'était, j'étais pas avec vous pour débriefer, mais j'avais été extrêmement impressionné par la qualité des plaquages en open field, où on avait Trevon Moehrig, ou bien même Shaw Smith-Wade, qui faisait des stops en 1 contre 1 face à Bijan Robinson ou face à, je sais pas, Drake London ou quelqu'un d'autre. Voilà, il y avait des beaux plaquages, et là ça a clairement manqué. On l'a vu notamment sur les special teams, où là pour le coup, moi j'ai pas trop d'explications. C'est vraiment, tu concèdes et un touchdown et demi en retour, on va dire, parce qu'il y en a un, plus le deuxième, il est vraiment pas loin. Si on est sauvé par une cuillère de Sam Martin pour le sauver, mais sinon ça faisait touchdown à nouveau. J'ai pas souvenir d'avoir vu une équipe de special team passer au travers d'un match comme ça. Euh, est-ce que tu as une explication de ça? Est-ce que c'est je sais pas. Moi, j'ai Bah, pas trop. sur le premier, tout le monde croit qu'il va faire un fair catch. C'est vrai. Et en fait, on se fait avoir par rapport à ça. Mais non, j'ai pas d'explication. Je pense que c'est juste euh, très bien joué de la part de Jones. C'est ça, celui qui retournait du côté qui nous a mis le touchdown et qui a encore failli en mettre un. Comment il s'appelle? Bon, c'est pas grave. Marcus Jones. Voilà, Marcus Jones. Le gars, je veux dire, il a fait 167 yards de punt return. Bon, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Tu te rends compte que c'est quasiment autant. Les Patriots, ils ont passé pour 203 yards en tout dans le match. Et ils ont couru pour 104. Et finalement, le punt return, 167. Non, mais on marche sur la tête. Donc, une explication à ça? C'est parce que on met en special team des joueurs de rotation de défense dans une défense qui est elle-même moyenne. Parce que si tu regardes un petit peu ce qu'on met en special team,
Ça va être des linebackers moyens, des safety moyens, Chirellus, les mecs comme ça, là, et ça rate des plaquages, ça me surprend pas. Le problème de lecture, tout le monde allait à gauche quand le jeu allait à droite, mais après, encore une fois, le Jones, il a été bon. Bon, j'ai pas d'explication tant que ça. Par contre, l'explication bizarre qu'on va avoir, c'est qu'en fait, moi, j'ai presque envie de dire que la défense, je l'ai pas trouvée trop mauvaise chez nous. La ligne offensive, je trouve qu'elle réagit bien malgré la blessure. Bryce, il met trop de temps à passer sur certaines actions, mais il est plutôt bien correctement protégé. Ça aurait pu être pire, on va dire. On continue on défend bien contre la course, puisqu'au final, on permet que 3,6 yards en moyenne. Donc c'est plutôt correct par rapport à ce qu'on était capable de faire, sachant qu'en plus, il y avait quand même un quarterback qui court et qui court bien parce qu'il marque un touchdown. Donc, en fait, l'explication, elle est juste dans le scénario du match où tu mènes 6-0, tu te prends un touchdown de retour, bon bah fine, ok, pas de souci. Et puis après, tu as un enchaînement, encore une fois, de ces petites conneries qui fait que tu te clignes des yeux et pan, t'es à 28-6. T'es à 28-6, mais t'as rien joué dans le match et t'es déjà à 28-6. Et ça, c'est juste pas possible. On n'est pas assez bon pour se retrouver dans des situations pareilles. Et donc, ce sont des détails. C'est un play calling douteux en attaque. Et puis, c'est un choix de personnel douteux en défense, mais qui est une légère explication parce que, encore une fois, la défense, bah, elle a peut-être concédé 2-3 plays. Oui, elle a peut-être pas été assez incisive et en pression sur le quarterback. Ça, c'est sûr. Et on va certainement passer quelques minutes dessus puisqu'il y a quelqu'un qu'on a cuté. Ouais, c'est vrai, on va en dire un mot dans un instant. Euh, je, je te rejoins sur effectivement les analyses de ces petites erreurs mises bout à bout. J'avais trouvé en plus moi que on avait quand même, alors plus offensivement, on avait fait plutôt des bons retours de kick-off. Ce qui fait on démarrait souvent dans les 35, sur nos 35 ou 40 yards et on réussissait à avancer, mais jusqu'aux 40 yards adverses. Et après, rideau, lumière éteinte, je sais pas, on était bloqué là. Et je crois que j'avais vu passer une stat, je ne sais pas si c'était à la mi-temps ou quoi, où on avait eu 5 trips dans les 40 yards ou 45 yards de New England, et en fait qu'on avait mis que un touchdown et un field goal, quoi. Enfin, et zéro field goal. C'est vraiment alors qu'on avait réussi à avancer jusque dans la moitié de terrain adverse, mais voilà, à partir de là, bloqué. Euh, Effectivement, est-ce que ça peut venir du play calling, effectivement, de ce manque un petit peu pas de panache, mais un peu frileux par moment, hein, un peu à l'image de ces courses dont tu parlais tout à l'heure. Peut-être Ouais, et de que, rythme. Et ouais, de rythme. bah, le On coup sent que c'est des, bateau, quoi. ouais, et puis le coup, tu vois, tu parlais des snaps où on attend à la dernière seconde. Moi, j'en avais dit un mot, je crois, dans la première semaine, et je trouvais que ça s'était amélioré sur les deux semaines suivantes, où effectivement, on avait moins tendance à attendre comme ça et à breaker le huddle à 8 secondes du snap, quoi. Et là, j'ai revu ça, effectivement, les huddles étaient longs, et du coup, bah, tu démarres tes actions un peu pressées, pas bien préparées. Et du coup, bah ouais, ça coince quoi. Ouais. Donc, ouais, on va espérer que c'était juste un mauvais dimanche où vraiment tout a été de travers. Mais si on prend un peu plus de recul, il y a quand même quelque chose qui est assez surprenant. Et d'ailleurs, on a deux questions de nos auditeurs qui sont venus dans ce sens-là, puisqu'on en a une première de Mib Kamzakov, j'espère que je prononce bien, qui nous dit: est-ce que le premier responsable de la défaite de dimanche, c'est le coaching? On a dit un petit mot, mais surtout, comment peut-on faire 0-30, enfin une victoire 30-0 la semaine dernière, et ensuite une défaite 42-13 avec sensiblement les mêmes joueurs d'une semaine à l'autre?
et on a Jalen 17 qui enchaîne un peu dans le même esprit. Par rapport au début de saison, pensez-vous que le 30-0 contre les Falcons c'était une anomalie et que la défaite contre les Patriots reflète davantage le vrai niveau de l'équipe? Et c'est vrai que quand tu mets un shutout de 30 points suivi la semaine suivante par une défaite de 30 points, ça questionne un petit peu et on se demande comment c'est possible. La vérité est peut-être un petit peu au milieu. Le 30-0 est une anomalie parce que les Falcons n'étaient pas du tout à leur niveau, parce que Michael Penix n'était pas du tout à leur niveau. Et d'ailleurs, on voit qu'une semaine après contre les Commanders, ils se mettent à les battre et ils jouent beaucoup mieux. Donc je pense que c'était vraiment une semaine sans du côté d'Atlanta. Et nous, on a su en profiter, hein, on ne va pas le dire le contraire, mais bon. Et là, on n'est pas complètement à la rue contre les Patriots. Je veux dire, tu prends toutes les statistiques, tout est équivalent. Et notre niveau n'est pas celui-là, il est un peu meilleur. C'est-à-dire qu'il est une production qui se rapproche de celle-là, mais avec quelques erreurs en moins. Et je pense... voilà, des retards de certains de nos linebackers. Je pense au touchdown notamment euh, à la course où Trevin Wallace est complètement aux fraises pour le 28-6. Il y a des drops un peu pas terribles. Nick Scott qui est nul sur ce match. Sur certains placements, mais par contre, il y en a d'autres où c'est correct. Je veux dire, c'est pas, ça reflète pas le niveau exact. La vérité est vraiment entre les deux. Et il faut regarder les tapes de contre Atlanta et quand même aussi, je pense, se dire qu'est-ce qui est réaliste et qu'est-ce qui correspond à notre niveau et qu'est-ce qui correspond au niveau de l'adversaire. Euh, et certaines choses, on a été plutôt percutant. Et certaines choses, c'est plutôt Atlanta qui nous a donné des points, qui nous a donné des plays. Il y a une différence là qui est notable, elle est aussi encore une fois, le retour de Tershawn Wharton. Euh, Ce qui normalement devrait être une bonne nouvelle, mais au final, j'ai du mal à voir où est-ce qu'il s'inscrit dans ce schéma. Euh, il a joué defensive end dans plusieurs des cas, mais sans vraiment pression. Nick Courton, du coup, eh ben, il a été encore double teamé et au final, il ne pouvait pas s'exprimer parce que de l'autre côté, DJ Johnson ne faisait absolument rien et donc ne faisait aucune frayeur au coordinateur offensif des Patriots. Euh, donc, qu'est-ce qu'a fait qu'on a fait ces choix-là? Pour moi, on dit l'équipe est sensiblement la même. Non, elle n'est pas sensiblement la même parce que ça, c'était la différence. Et Princely n'a joué que 12 snaps. Et donc là, il y a des choses que je ne comprends pas dans le choix du personnel. Donc autant je saluais le fait qu'Evro avait encore une fois mélangé des systèmes, tenté des choses, ok, mais dans le choix du personnel, et c'est là où, d'un point de vue coaching, et je rejoins Mib Kamzakov quand il dit coaching, c'est pas que coaching dans les jeux appelés, c'est coaching dans les relations entre les coachs. Et là, je commence à me poser des questions. Et c'est là où on va en venir à ce qui s'est passé dans cette semaine avec le cut de DJ Johnson. Mais moi, j'ai l'impression que nos coachs ne sont pas sur la même longueur d'onde et j'ai 2-3 signes qui vont dans mon sens. DJ Johnson, en plus, maintenant, comme tu l'as dit, effectivement, il a été coupé. On s'en rappelle, hein, c'était un petit crush de Ejiro Evero, puisque c'est lui qui avait demandé à le drafter. On avait même trade up, je crois, pour aller le chercher dans un move au troisième tour et dans un move que pas grand monde avait compris à l'époque. Bon, visiblement, on s'était pas trompé, nous, sur les questions, mais dans la pratique, effectivement, ça n'a pas payé. Du coup, alors, si on part là-dessus, qu'est-ce qu'on fait et... Juste, tu me permets, dernier petit point, parce que dans l'explication de la différence sur la semaine dernière, au final, Bryce Young, il est quasiment le même. Tu vois? Et c'est ça, en fait, qui est symptomatique. C'est-à-dire que où je dis que le niveau, il est entre les deux matchs. Parce que Bryce,
bah, il fait quasiment le même match. Il n'a pas besoin de forcer contre Atlanta puisque c'est la défense qui fait tout. Et il distribue un petit peu comme il veut. Mais il a la confiance de l'équipe. L'équipe est en confiance. Donc quand l'équipe est en confiance, lui, lui, ça va. Lui, il fait peu d'erreurs, il distribue, il fait ce qu'il faut, il donne à ses running backs, tout est calé. Et là, quand on est un petit peu en urgence, t'as le Bryce Young, il est à peu près identique. Mais là, par contre, rien ne se passe comme la semaine dernière autour. Et donc, du coup, ça ne suffit plus. Donc, on pourrait presque se dire, Bryce, en fait, nous montre que quand on est dans la merde, c'est-à-dire là, les special teams, par exemple, eh ben, il peut pas venir combler. Alors, est-ce que c'est Bryce qui vient pas combler? Est-ce que c'est Canales qui appelle pas de quoi combler? Est-ce que c'est les deux qui se comprennent pas ou qui sont pas compatibles? Eh ben, c'est là toutes les questions dont on va avoir les réponses, je pense, dans les prochaines semaines. Ah oui, ça rejoint une autre question que nous avait posée Jalen justement sur Bryce Young, qui disait que de plus en plus d'insiders relaient des infos comme quoi Bryce Young n'a pas le niveau et n'est pas the guy. Si on perd contre les Dolphins, est-ce qu'on part sur un énième rebuild? Euh, bon, je pense Qu'est-ce que que... t'en penses, toi? Alors, moi, de toute façon, je l'ai dit, Bryce Young, je lui donne la saison. Donc voilà, pour moi, il reste titulaire jusqu'à la fin de la saison. C'est pas, on va pas jouer. Autant l'an dernier, tu vois, quand il avait été benché semaine 2, je pouvais comprendre le move parce que Canales venait d'arriver et il y avait ce côté prouver que son système et sa philosophie peut marcher. Et accessoirement, ne pas perdre le vestiaire avec Adam Thielen ou Deontay Johnson à l'époque. Mais là, aujourd'hui, je pense pas que ce soit à l'ordre du jour et pour être honnête, je vois pas vraiment ce que ça apporterait de remettre Andy Dalton. Pour moi, voilà, Bryce Young, là, il est dans une année d'évaluation. Et effectivement, bah, si tu finis avec un top 3 ou top 5 pick à la draft, là, du coup, tu pourras te poser la question de ce que tu dois faire de lui. Est-ce que tu pars effectivement sur un nouveau prospect? Mais là, comme tu le dis, moi, sur ce match-là, j'ai pas beaucoup de reproches à faire à Bryce Young. Effectivement, il fait un match pas excellent, mais il perd pas le ballon. Il fait ce premier drive, il est à 6 sur 6 et il va cibler des receveurs et des tight ends différents, comme on disait. Donc, il est pas particulièrement fautif, à mon sens, sur le résultat final du match. Mais il y a effectivement le côté, bah voilà, on attendait plus cette année de plus de clinquant et plus de connexion offensivement. Et jusque-là, c'est vrai qu'on les a pas trop, quoi. Non, il- bon, clairement, il a raté des trucs hein, quand même. Oui, oui, il n'est pas parfait. Mais non, ça c'est sûr. Mais dès que la défense en fait commence à s'adapter face à lui, il a du mal. Alors, je sais pas s'il a du mal. Parce qu'on l'a vu faire 2-3 audibles hein, quand même. Donc je savais pas trop si c'était encore une fois Bryce qui dit mais non mais ce jeu appelé ça me convient pas ou alors s'il a lu la défense ou je sais pas c'est là où c'est compliqué de savoir mais il est pas tu sens qu'il est pas à l'aise tu sens qu'il est pas il a pas le jeu qui va avec ce qu'il est capable de faire et son style à lui quoi mais bon donc Bryce, non, clairement, aucun. Je ne comprendrais pas du tout le move de le bencher. Je trouve que ça n'a aucun sens aujourd'hui. Il faut qu'il joue la saison et qu'on fasse le bilan à la fin de celle-ci. Ouais, je te rejoins. J'ai pas mieux. Donc, justement, puisqu'on parle de bilan et de trouver des solutions, soyons un petit peu proactifs, un petit peu positifs. Qu'est-ce qu'on fait pour réparer l'équipe et pour avoir plus d'Atlanta et moins de New England dans le reste de la saison, parce qu'il reste encore quand même 3 bons quarts de saison. Qu'est-ce que toi tu verrais pour justement améliorer tout ça? Je pense que c'est le moment où tu tailles des croupières à DJ Johnson. J'ai l'impression que tu attends ça depuis tout à l'heure. Bah,
Donc déjà, alors, avant de dire ce que je ferais, on constate que DJ Johnson, troisième round de la draft 2023, a été wavé, donc on lui a dit au revoir. Donc juste pour qu'on remette dans le contexte, parce que je pense que, à part les grands fans des Panthers, DJ Johnson, ça parle à personne. C'est un outside linebacker qui a joué 24 snaps sur 49 le week-end dernier. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de joueurs cutés qui ont joué la moitié des snaps dans un match juste avant d'être cutés? Je crois que c'est pas vraiment courant. Mais c'est symptomatique d'un vrai problème. Et alors là, il y a une théorie là-dessus. Donc, on a l'impression que c'est un message pour dire écoute-moi bien, Evero, donc le coordinateur défensif. T'arrêtes de faire joujou avec les mecs que tu kiffes. Et si tu continues, je te les virerai. Tu as ton DJ Wonnum et ton Pat Jones, qui sont adorés par Ejiro Evero, qui sont blessés. Et là, Tayshaun Wharton revient. Tu mets qui pour faire de la rotation avec lui? DJ Johnson, et pas Princely ou Manielen. Donc, Canales a bien exprimé après la semaine 1 contre Jacksonville qu'il souhaitait voir les jeunes jouer. Mais rappelle-moi un truc, Guillaume. C'est bien Canales, le head coach, non? Jusqu'à preuve du contraire, il me semble bien que c'est le cas. C'est Oui. bien lui. Ouais. Donc, s'il a envie de voir des joueurs sur le terrain, c'est bien lui qui décide. Oui. Eh ben, le mec met DJ Johnson, il le fait jouer, il met pas Princely. Qu'est-ce qui se passe? DJ Johnson, qui a été nul à chier, est viré 2 jours après. Donc maintenant, c'est un message pour dire, écoute Giro, voilà, tu l'as plus. Donc maintenant, tu vas arrêter tes conneries et tu vas me développer les joueurs. Parce qu'on les a appris, c'est pas pour rien. Nick Courton, par ta faute, parce que c'est un peu le cas quand même, il est complètement maîtrisé parce que DJ Johnson, il est en train de se faire bouger à un petit doigt par Will Campbell. Donc ça, c'est un peu le symbole, pour moi, d'un vrai problème dans le coaching staff. Et ça m'amène à un peu étudier ce qui a pu se passer. Et en fait, on a encore les stigmates de ces 10 années de merde qu'on est en train de vivre, où en fait, David Tepper n'arrive pas à avoir une équipe derrière lui qui gagne, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, ça change en permanence. Et ça change tellement que personne n'est à l'aise avec quelconque j'allais dire formation, mais pour le coaching staff, c'est pas de la formation, c'est quelconque, comment dire... Ils sont pas sur la même longueur d'onde et la même philosophie, quoi. Mais ouais, mais en plus, ils sont pas compatibles. Je veux dire, Frank Reich, il est arrivé, il a pas pu prendre son quarterback. Dave Canales, il arrive... C'est pas lui qui a décidé que Ejiro Evero serait son coordinateur défensif et c'est pas lui qui a décidé de Bryce Young. Donc en gros, il arrive, il a des armes, il a des gens qu'il est obligé de conserver et il doit fonctionner avec ça. Et Ejiro Evero, je rappelle qu'il avait passé des entretiens pour être head coach. À un moment donné, son statut était très très haut. Et là, tout d'un coup, il arrive avec le petit Canales là, qui lui dit quoi faire. Et je me demande s'il n'y a pas, à un moment donné, on n'a pas observé 2 mecs qui étaient en train de laver leur linge sale. C'est bien possible. Je crois en plus que Evero, il est sur sa dernière année de contrat. Hein. Donc, effectivement, si dès la semaine 4, ça commence à avoir de l'eau dans le gaz entre lui et Canales, alors déjà, c'est pas sûr qu'ils finissent la saison. Et puis, en plus, voilà, tu peux être sûr qu'on cherche un nouveau DC pour la saison prochaine. Ben ouais. Et tu sais combien de joueurs on a encore dans l'effectif dans le cumul des drafts 2022 et 2023? Attends, 2022, 2023. Il doit rester Chuba, qui est encore là. Non, 2021. 2021, bah, tu vois, je me mélange dans les années. Redis-moi le premier tour 2022, c'est qui? Pour que je me recale. Ekwonu, d'accord, c'est l'année d'Ekwonu. Il doit en rester 4, peut-être, 5 max. Il en reste 4. Ouais. Ikem Ekwonu, Ked Mays, qu'on a lâché pendant un moment et qu'on a repris. Hein.
Bryce Young et Chandler Zavala. Ouais. Le reste, c'est Matt Corral, qui ne joue plus en NFL, Brandon Smith, qui ne joue plus en NFL, Amare Barno, qu'on a wavé et pas récupéré, Kellen Barnes, qui joue en CFL aujourd'hui, Jonathan Mingo, échangé contre un 4e tour, DJ Johnson, wavé, et Jamie Robinson, practice squad chez les Chiefs. Voilà. Putain, les noms que tu me sors, ça me fait rêver, j'en avais oublié la moitié. Tu te rends compte? Ah la Et vache. en fait, mais il y a... et quand tu fais un petit peu l'analyse, euh, tu choisis un rookie, ok? Il fait pas son contrat rookie jusqu'au bout parce qu'il n'est pas assez bon. Du coup, tu dois aller prendre un vétéran. Tu dois le payer. Du coup, tu peux plus garder ta star potentiellement et tu vas la drafter pour des petits pics et tu vas devoir redrafter. Et après, si tu redraftes mal, eh ben rebelote et rebelote et rebelote. Et c'est un cercle vicieux terrible. Tu prends DJ Johnson, ça se passe mal. Tu as viré Brian Burns. Tu dois redrafter correctement. Et avec les pics de Brian Burns, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris Jonathan Brooks et Nick Scurton. Jonathan Brooks, des problèmes de genoux qui, ça se trouve, ne jouera plus jamais en NFL de sa carrière. Et Nick Scurton, il a plutôt intérêt à faire 7-8 sacs dans les 2 prochaines saisons. Hein. Sinon, ça va être une catastrophe, ce bilan. C'est clair. Donc, encore une fois, le cut de DJ Johnson est symptomatique des 5 dernières années que l'on a à Carolina dans le choix du staff et dans le choix des joueurs. Surtout qu'en plus, sans vouloir en rajouter une couche, DJ Johnson, j'ai plus ou moins l'impression qu'il était menacé d'être cut plus ou moins à chaque début de saison. Hein. Ouais. À chaque fin de Eh training camp, on disait est-ce qu'il va pas être coupé? Je crois même que déjà presque son année rookie, c'était déjà le cas, quoi. Eh oui, tout à fait. Mais on dit d'ailleurs qu'il faut une colonne vertébrale owner, GM, head coach cordeau et QB. Mais si tu n'arrives pas à l'avoir au même moment, ça peut être un cercle vicieux, mais permanent. Là, regarde, tu vires Bryce Young. Donc Canales et Morgan choisissent un quarterback pour la prochaine draft. Ok. Si ça se passe mal l'année prochaine, bah, tu vires Canales. Du coup, tu prends un nouveau head coach, mais qui va devoir travailler avec un quarterback qu'il n'a pas choisi. Et puis, si ça se passe mal encore, bah, tu vas changer le GM. Et tu te retrouves dans la situation de 2023, mais en 2027. Et tu as perdu 4 ans. Exactement notre situation de 2023. Et dans l'affaire, tu as perdu 4 ans. Et tu as perdu 4 ans. Et ça s'arrête jamais. Et tu continues à faire ces mêmes erreurs. Ça, c'est un risque. Hein. Tu sais que ça peut arriver, ça. Ouais, ça peut. On va surveiller. Excuse-moi, du coup, j'ai parti. La question, c'était si on est GM, qu'est-ce qu'on fait? Oui, bah, la question, en fait, alors c'est celle de Alex du front office qui nous demandait justement si on était GM, quel est le move que vous faites si vous ne pouvez en faire qu'un, que ce soit virer le coach, préparer un avenir précis à un poste, envoyer un ou deux joueurs vétérans pour des pics. Alors, vu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, je ne sais pas si en un move, tu peux vraiment remettre l'équipe sur les bons rails, quoi. Parce que, comme tu le dis, on a des questions au niveau du coaching staff, on a des questions quand même au niveau du quarterback. En défense, il y a des questions sur le coordinateur et sur les joueurs au poste clé. Donc, juste un move, c'est un peu compliqué. Je suis pas persuadé que virer Canales là maintenant ça apporte quelque chose. À la limite, tu peux envisager de, si tu veux pas te retrouver dans cette situation justement où tu changes une année le quarterback, puis une année le head coach, puis une année le GM. Bon, ben à ce moment-là, tu dis, ben, je laisse 1 an, voire 2 si tu veux être un peu généreux, parce que pour le coup, Tepper, qui a un passif comme étant pas spécialement patient, depuis 2 ans, enfin depuis 1 an et demi, on l'entend pas, il est discret, mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas un... Alors, tu vois, ça doit bouillir un petit peu, quoi. Il doit pas être super joyeux de voir ce qui se passe. Donc peut-être, ouais, tu peux imaginer un monde où il envoie tout valdinguer, le GM, le head coach et le quarterback, et il repart de zéro, mais peut-être pas dès l'année prochaine pour le coup. Donc en un move, je sais pas. Moi, je pense que si
Parce que changer le quarterback, il y a quand même une bonne connexion qui se fait avec Macmillan. Et au-delà du niveau de Macmillan depuis le début de saison, tu sens quand même un petit peu que l'idée, c'était vraiment de relancer Bryce Young et de lui mettre son pote avec qui, pour que ça marche bien et tout. Donc bon, ça marcherait probablement très bien avec un autre quarterback, mais à voir la réaction qu'il y aurait derrière, quoi. Donc je pense que le changement de coordinateur défensif à la fin de la saison, voire même avant, me paraît être déjà le- pas écrit d'avance, mais ça me surprendra pas si et quand ça arrive, quoi. Ouais, en fait, il y a des choses que... Déjà, Canales, il a signé un contrat de 6 ans en janvier 2024. Hmm. Donc, Ah ouais, donc on va pas s'en séparer tout de suite, quoi. je vois pas comment... Ouais, ça me semble un peu compliqué. Euh, je trouve que Dan Morgan n'est pas sur la sellette. Euh, Je donc, pense euh, pas. Je pense pas non plus. si je suis, si je suis GM aujourd'hui, je pense que je fais, ou alors David Tepper, hein. David Tepper, pour rappel, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, hein, depuis qu'il a racheté l'équipe en 2018, c'est 37 victoires, 83 défaites. C'est quand même un bilan catastrophique. Donc on Alors, vit... tiens, petite question pour toi d'ailleurs. ouais. Il y a qu'une équipe qui a fait pire sur cette période. Est-ce que tu sais qui c'est? Les, les Browns, Non, euh, les Jaguars. non plus. Je te laisse une Oh, dernière putain. chance. Bon, bah, je vais partir sur les Titans. Non, c'est les Jets qui ont 36 victoires sur cette Waouh. période. Mais tu vois, ça te met le niveau. Alors après, je te rassure, hein, j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais les trois équipes que tu m'as citées sont pas très très loin non plus, Ouais, hein. à mon avis, ouais. À Mais, part peut-être les de- Titans, mais mais, non, mais je suis con. mais Mais ouais. non, je suis con. Le moment Blake Bortles des Jaguars, ça doit être Mais dans les alentours de 2018-2019, non? c'est Possible, ouais. Je sais pas. c'est pas l'année 2017 J'ai un par là. problème avec les frises de temps, hein, donc j'ai Ouais, pas mais du moi tout de c'est frise de pareil, tu temps. vois, les dates, tout à l'heure tu me poses la question sur les drafts, j'ai un problème aussi à ce niveau-là. Ouais, je prends des notes, Mais moi, hein, sinon je ne... Croyez pas ouais. que j'ai tout ça dans les têtes, hein. J'ai 3 pages de notes, hein, je vous rassure, hein. Donc, eh ben, j'étais en train de regarder vite fait, mais bon, pour Blake Bortles, c'est 2018. Ouais, Voilà, Wildcard 2018. oui, c'est ça. Donc c'est au moment où, ouais, c'est tout juste au moment où Tepper arrive. Enfin bon, bref, Euh, je pense que je pars dans du management, c'est-à-dire que déjà je prends Canales et Evro dans mon bureau et enfin, j'essaie de comprendre où est le problème. Tu crèves Euh, l'abcès, quoi. Ouais, à un moment donné, il faut crever l'abcès. Est-ce qu'il y a un vrai désaccord? Euh, est-ce que c'est traitable ou pas traitable? Et imaginons que Evro s'entête. Oui, bah alors c'est le premier qui est sur un siège éjectable aujourd'hui chez nous, hein, c'est quand même Ejiro Evro. Et euh, je me demande si Canales a vraiment de l'autorité dans cette équipe. Mais bon, euh, tu le vires, et puis tu peux mettre Todd Wash, hein. Todd Wash, qui est notre coach de la ligne défensive, qui a déjà été coordinateur défensif d'ailleurs aux Jaguars, et ça s'était pas trop mal passé non plus. Il est carrément capable de faire l'intérim, surtout qu'on a investi dans la ligne défensive cet été. Donc de mettre Todd Wash en coordinateur défensif par intérim, je serais pas choqué. Donc ça, c'est un move que l'on peut faire. Et puis, si à la fin de l'année, ça va vraiment plus du tout, là, tu peux, et que tu n'as pas vu de progression de ton quarterback, tu peux virer Bryce Young. C'est les 3 moves que je vois les plus probables. Il y en a un quatrième que je peux faire en parallèle de tout ça, si je suis GM, mais là, j'ai pas étudié la question, voir s'il y avait de quoi faire. Mais j'irai chercher un middle linebacker de toute urgence. De toute urgence. C'est vraiment de pire en pire. Ah bah, là, Donc, clairement, oui, je te rejoins. Alors, je sais que c'est toi le grand maître des linebackers, mais il y a effectivement un gros problème sur ce second rideau. C'est ah oui. vraiment, c'est dramatique. Et on le voit chaque semaine. Il y a un gros trou. Donc, effectivement, dans les besoins, enfin, ça va être, on peut plus ou moins déjà l'affirmer que ça va être un des nids de numéro un de la draft, et en tout cas de l'intersaison prochaine, quoi. Bah ouais. Et, et je pense que je pète un câble en disant
Bon les gars, voilà, maintenant on n'a pas grand-chose à perdre, donc on développe nos jeunes. On fait une 4-3 et on met Meurig en linebacker. On vient aider Roseboom et Trevin Wallace qui sont pas capables de gérer le milieu de terrain tout seul. Et en fait, Meurig, du coup, il arrête pas de faire des avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière pour essayer de couvrir un peu partout. C'est une catastrophe. Et en fait, du coup, tu le libères pas parce qu'il peut pas blitzer, il peut pas. Tout ce qu'il a pu faire contre Atlanta, par exemple, c'est Mm. uniquement parce qu'il y avait la capacité de le faire. Mais on le met rarement dans ces positions-là. Donc désolé, Alex, il n'y a pas un seul move. Virer Canales, ça me semble être un peu. Même si je suis vraiment pas convaincu qu'il soit l'homme de la situation, j'aimerais beaucoup qu'il le soit. J'aimerais beaucoup qu'il réussisse parce que j'aimerais beaucoup qu'un caractère comme celui-là fonctionne en NFL. Ça ferait beaucoup, beaucoup de bien à la communication de cette ligue. Mais le problème, c'est que Idzik, qui est le coordinateur offensif, qui est un grand pote de Canales, il n'a jamais call des plays. Mm. Il n'a jamais fait des appels de jeu, donc tu peux même pas le mettre lui en appel de jeu. Et puis, j'ai écouté un podcast il y a 2 jours qui disait un truc très très juste. Il disait, si Canales dit j'arrête d'appeler les jeux, en fait, il est en train de dire à son propriétaire, j'arrête de faire la chose qui a fait que tu m'as recruté. Mm. Parce que tu n'as pas recruté Canales pour son expérience, pour son sens du jeu, le fait de savoir quand coller des time-out, quand jouer le filou et tout après 20 ans d'expérience. Tu l'as pris pour essayer d'avoir le nouveau Sean McVay, le nouveau talent, génie offensif, coach proche de ses joueurs, ce mec-là, quoi. Mm. Donc si tu lui enlèves le play calling, en fait, tu lui enlèves 50% de ce pourquoi tu l'as recruté. Et Ah, donc il peut pas dire ça à son propriétaire. surtout qu'en plus, ça a été un secret de polichinelle qu'à la base, le choix numéro un de Tepper pendant 2 ans, c'était Ben Johnson, qui n'a jamais daigné venir faire des interviews aux Panthers, et on comprend un petit peu pourquoi quand même. Mais oui, il cherche son entre guillemets génie offensif, et c'est sûr que là, si tu commences, si Canales lâche les rênes du play call offensif, je suis pas sûr que ça envoie le bon message vis-à-vis de son patron, quoi. Je m'en veux, je suis pas allé regarder, pour revenir sur Todd Wash, je suis pas allé regarder quel style de défense il mettait en place avec les Jaguars quand il était coordinateur défensif. Je vais aller regarder, tiens, ou alors si Nimodo ou Jaguars France écoutent le podcast, n'hésitez pas à commenter, à nous dire comment coacher Todd Wash. Mais je vais aller regarder ça après, ça pourrait être intéressant de voir ce qui pourrait changer quand même dans notre défense. Bah écoute, moi je te propose avant qu'on se tourne sur le match de la semaine prochaine, on va finir sur celui-là avec 2-3 petites questions complémentaires qu'on avait reçues de nos auditeurs et qu'on n'avait pas encore évoquées. Il y Merci avait pour vos questions. Mais merci de chaque semaine d'être là. Une deuxième question de Mip Kamzakov, qui en avait posé une première tout à l'heure. Une remarque qui nous disait: cette équipe n'a en fait jamais changé depuis l'arrivée de Tepper finalement. Qu'importe quel joueur est sur le terrain, qu'importe le coaching, nous sommes chaque saison constants dans l'inconstance et la nullité. Est-ce que le problème numéro 1 n'est pas l'organisation Panthers et ses choix? Je Alors, crois qu'on a un peu. tout en nuance, hein, mais on en a touché un mot effectivement déjà tout à l'heure. Après, il y a quand même eu une période avec Steve Wilkes où c'était pas dégueu, hein, on n'était pas loin d'accrocher les playoffs. Et il fait quoi? Il fait 6-6, c'est pas ça, sur 12 matchs, Et, Steve Wilkes, si je dis pas et- de bêtises. et qu'est-ce qu'on fait? Et on le garde pas. Et on fait venir Frank Reich. Et quand on parlait De de continuité. coach et de coach qui a le respect de son vestiaire, le respect Voilà, des autres et tout, Wilkes, il l'avait. clair. Et moi, j'ai toujours bien aimé Steve Wilkes, déjà en tant que coordinateur défensif, même si c'était pas toujours parfait. Mais c'est vrai que tu sentais à ce moment-là que il avait les joueurs derrière lui, et il avait réussi à remobiliser une équipe qui était quand même. Là, Sans dessous, aujourd'hui, voilà, on dit aujourd'hui c'est nul. Putain, moi j'ai encore les saisons d'Arnold Matroul.
C'était niveau Jimmy Clausen, hein, pour moi, hein, si on remonte encore un peu plus loin. Donc, Putain. je suis pas encore Bryce Young, je suis pas encore sur l'échelle Jimmy Clausen, hein, donc tu vois, j'ai encore un petit peu de temps. Mais non, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, tu peux pas être l'avant-dernière pire équipe. C'est pas très français, mais depuis 8 ans, sans qu'il y ait des raisons effectivement là-dedans. Après, sur les choix de draft, voilà, comme tu l'as dit, il y a effectivement des questions qui se posent. Après, sur les choix de draft, faudrait voir aussi par rapport aux autres équipes, parce que je pense que des cas comme ça, tu vois, là, tu as pris 2022-2023. Je pense que si tu prends une autre équipe et que tu prends allez, ce sera peut-être pas 2022-2023, ce sera peut-être 2023-2024 ou 2021-2022. Tu vas peut-être avoir les mêmes statistiques parce que c'est très difficile de faire des bonnes drafts tous les ans, quoi. Donc, Ouais, mais c'est un cumul entre c'est sûr que sur les années, ouais, ça. C'est les deux cercles vicieux que j'énonçais entre ce que tu fais quand tu draftes mal un joueur, après tu prends un vétéran, après tu vires ta star. Et ben pareil avec ce que tu fais de ton GM, ce que tu fais de ton head coach, ce que tu fais de ton cordeau, ce que tu fais de ton QB. C'est deux cercles vicieux que j'énonçais tout à l'heure. Mib, typiquement, ça répond à ta question. Hmm. Il y en avait une dernière de questions justement qu'on a un petit peu évoqué aussi, c'était PA du front office, qui nous disait au-delà de l'attaque et du niveau de Bryce Young, on en a dit un mot, est-ce que la plus grosse déception ne viendrait pas de la défense avec tous les investissements réalisés durant l'intersaison? Alors, je dirais, je vais te laisser la parole derrière, mais au niveau des investissements, il y en a quand même deux qu'on n'a pas mentionnés depuis le début du podcast et qui fonctionnent plutôt bien, même trois si j'ajoute le retour de Derrick Brown de blessure, on n'avait pas trop de doutes, mais jusque-là, il est là. La resignature de Mike Jackson et la prolongation de contrat de Jesse Horn, jusque-là, ça fonctionne. Alors évidemment, maintenant que j'ai dit ça, il y en a un qui va se blesser et l'autre qui va être nul sur 3 matchs, mais quand même, au niveau des corners à l'extérieur, c'est très solide jusque-là, je trouve. Oui, oui. Oui, et puis même. Alors, PA, je sais. Donc, quand on dit le front office, hein, c'est le podcast, le front office, Oui, et pardon, la j'ai pas chaîne. précisé. Non, non, pas de problème. Du coup, je leur fais un coucou. Et si vous les connaissez pas, allez écouter leur podcast. Ils sont géniaux. Et ils ont un Discord aussi très, très intéressant. Donc, bisous à eux. Et donc, PA, en fait, on a fait le- le- la draft ensemble. Donc, aussi, il a vu les joueurs qu'on a draftés. Et PA connaît très, très bien le college football et donc du coup saluait et a salué notre draft et je pense qu'il parle aussi un petit peu de ça. Et j'ai envie de répondre non pour le moment. Moi je suis pas déçu de la défense, j'ai été déçu par les systèmes que je trouve un petit peu meilleurs maintenant. Ça doit se mettre en place et de toute façon on avait prévenu, on savait très bien où étaient nos faiblesses et en fait elles s'affichent encore toutes les semaines, hein. Donc on a un milieu de terrain, une couverture de passe pas ouf. Et on a une ligne défensive qui manque encore de pression sur le quarterback adverse. Donc voilà, Nick Courton est en train d'apprendre le métier. Il lui faut quelqu'un de l'autre côté pour venir déranger la ligne offensive adverse, histoire de quand même avoir un petit peu plus d'espace pour Nick Courton. Mais j'ai vu des choses qui m'intéressaient beaucoup. Derrick Brown est au niveau, et Sean Robinson, quand il est avec Derrick Brown, est au niveau. Tu l'as dit, les cornerbacks sont bons. Je trouve que Shaw Smith-Wade est pas mauvais malgré l'erreur qu'il fait là, mais je pense que c'est plus par dépit qu'autre chose. Ouais, il était plus dans le match. Il y avait Voilà. quoi? Il y avait 28-6, c'est ça à ce moment-là? Il y avait 28-6, oui. Ouais, Donc, il y avait peut-être. donc voilà, je suis pas encore déçu de la défense. On n'est pas il y a quand même eu des progrès par rapport à l'année dernière. Et je pense qu'il y a des scénarios de match qui sont un peu bizarres, qui font que. Mais il y a encore plein de choses à découvrir, je pense, avec cette défense, si on fait pas d'erreur dans les systèmes qu'on met en place. Ouais, parce qu'en plus, on partait quand même de très bas en termes de défense. Et on n'est qu'à 4 matchs depuis le début de la saison. Je connais pas beaucoup de rookies du deuxième ou troisième tour qui sont capables de renverser une défense en l'espace de 4 matchs, même s'il y a quelques ajouts à côté, quoi. Donc pareil, moi je laisse encore un peu de temps, hein, comme on l'a déjà dit, on a une équipe qui est jeune, donc il y aura des hauts, il y aura des bas, il faut apprendre.
Et puis après, voilà, on va pouvoir suivre l'évolution de tout ça sur les prochaines semaines. Même le nombre de yards par course lâché, on est 23e défense. Tu vois, on est devant Minnesota. Donc il y a des choses qui sont et devant Baltimore, ce qui est complètement dingue. Ouais. Donc il y a des choses encore comme ça il y a du progrès, mais on part de loin, comme tu dis. Ouais. Et les progrès, on espère en voir dès la semaine prochaine. Retour à la maison et on affrontera les Dolphins. On reste dans la FC Est avec donc Miami qui va venir au Bank of America Stadium avec un bilan de 1-3, tout comme nous, puisqu'ils viennent de battre les Jets, si je ne dis pas de bêtises. Mais ils ont perdu Tyreek Hill. Alors, c'était peut-être plus le Tyreek Hill d'il y a quelques années, mais ça peut quand même, j'allais dire, jouer en notre faveur. Comment tu vois ce match ? Je l'espère serré, mais ils ont quand même des playmakers qui peuvent nous faire très très mal. Alors on a réussi à contenir Bijan, alors j'espère qu'on arrivera à contenir Etienne, mais c'est pas du tout pareil parce qu'Etienne sort beaucoup dans le flat et dans des screen pass, ce sera beaucoup très dangereux pour nous. Là, j'ai très peur de nos linebackers qui soient pris de vitesse. S'ils sont malins, qui jouent sur Darren Waller qui revient au milieu de terrain et sur Etienne qui sort de la poche pour récupérer les ballons au milieu de terrain aussi sur des petites passes, on peut avoir très très mal. Donc je suis pas serein. S'il y avait eu Tyreek Hill, j'aurais dit on perd parce qu'il y a trop de vitesse devant nous. Sans Tyreek Hill, on a une petite chance. À Miami, c'est pas très fort, mais tout va dépendre de la performance de notre DL, quoi. Si on met Tua sous pression, on va avoir une petite chance. Moi, si j'étais Ejiro Evero, j'étudierais beaucoup le blitz. Et j'essaierais de prendre des risques en fait en amenant pas mal de blitz quand même pour faire peur à Tua et faire peur à cette ligne offensive et forcer Tua à lancer vite et à lancer correctement. Donc on va voir ce qu'ils vont décider de faire, mais je pense j'espère que ce sera serré. Il y a moyen qu'on perde de 7 points, de 5-7 points, mais en théorie, c'est le genre d'équipe qu'on doit pouvoir battre. Ouais, c'est un peu comme ce qu'on disait pour New England, hein. Voilà, c'est ce genre d'équipe où t'as pas un niveau extrêmement éloigné, hein, des Panthers. Ça peut se jouer. Et puis d'un dimanche à l'autre, voilà, j'ai envie de dire presque n'importe qui peut battre n'importe qui. Mais voilà, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on n'a pas une équipe pour renverser un match ou pour revenir dans un match où on est mené de 25 points ou de 20 points. Donc, idéalement, bah, voilà, tenir le plus longtemps possible, réussir à s'accrocher, à rester collé au basque, voire même devant si possible, face à cette équipe. Et puis, bah, voilà, après, en fin de match, espérer un bon drive, de l'attaque ou un bon drive défensif pour aller chercher la victoire. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Yes. Et je vas-y. avant de terminer l'émission, je voudrais quand même te donner te poser une question, un petit quiz. Oula, Alors selon j'ai PFF, pas révisé. hein. Ouais, non, mais celle-là tu pouvais pas réviser, crois-moi. Selon PFF, sais-tu quel est le meilleur linebacker en couverture en NFL depuis le début de la saison? Alors si en plus tu me dis que je peux pas le trouver, Alors, en fait, tu peux le deviner parce que c'est moi qui te pose la question et qu'on est dans un podcast. alors si c'est toi qui poses la question, de toute façon j'ai envie de répondre Spillane de base. Non, quand même pas, non. Non, Mais c'est Shaq Thompson. ah bah tiens, voilà, bah oui c'est vrai. Aux Raiders, c'est ça, hein si je dis Non, pas de bêtises. aux Aux Bills. Bills, aux Bills. Il je sais pas, il n'était pas été Les présumé aux Buffalo Raiders. Panthers. Non, Ouais, non. les Buffalo Panthers. Donc, Ah ouais, donc mais voilà, donc c'est tout bah un ouais, symbole. ah ouais. Mais tu vois, voilà, ça on parlait de j'allais dire de leadership et d'expérience pour entourer les jeunes. Ben voilà, on avait vu qu'avec Jewel ça marchait
pas mal pour Trevin Wallace. Bon, je pense qu'un profil comme Shaq Thompson aurait pu l'aider à apprendre et à découvrir la NFL, notre cher Trevin Wallace. Mais et ben voilà, c'est tout pour nous. Merci de nous avoir suivis. Merci Franz d'avoir été avec moi. Avec grand plaisir, merci à toi. Et puis, on se donne rendez-vous déjà dimanche pour voir ce que donnent nos Panthers face aux Dolphins. Et puis la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Allez, à ciao. Ciao, ciao, keep pounding.